Bien, alors, on commence par la joie sociologique de la semaine. J'ai lu vous savez, tout autour de la victoire surprise de Donald Trump, j'ai lu un article qui s'adressait quasiment directement aux sociologues, en fait, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais ce sont des sociologues et des statisticiens qui font les sondages. Ça fait partie de notre discipline. Et qui disait la chose suivante, de bons sondages, pouvoir se fier aux sondages, c'est le titre, hein, pouvoir se fier à des sondages sérieux reste un enjeu démocratique. Comme si la vie démocratique reposait, au moins en partie, sur la capacité à donner aux citoyens une idée de la réalité de l'opinion du pays, et pas à n'importe quel instant T, avant les élections. Qu'est-ce que vous en pensez d'une telle affirmation ? Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation ? Ils sont études éventuellement peuvent être faux. J'ai absolument pas compris ce que vous vouliez dire. En étude peut être faux. Donc justement, il y a des erreurs dans les études. Donc, oui. Il peut y avoir des erreurs dans les sondages. Ok. Donc, on voit ce que en sondage ou la transmission de l'information vis-à-vis de la réalité. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, dans le fond, qu'on ne peut pas demander à quelque chose qui, par nature, comporte une marge d'erreur d'être exact. Et donc, on ne peut pas fonder une vie démocratique sur quelque chose d'inexact. Ce à quoi des sondeurs vous répondraient, d'abord, nous connaissons la marge d'incertitude. Nous disons notre sondage est vrai à 3%, il est vrai à 5%. Quand vous avez des candidats qui sont très proches sur des populations qu'on connaît mal, on va dire que la victoire est dans la marge d'erreur, donc on ne sait pas. Et quel est le rapport entre la connaissance sondagière de l'opinion et la démocratie ? Je vous pose la question à vous, citoyens, électeurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, ça dit... Tiens, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est... Les deux points de vue sont défendables en soi, parce que une opinion qui peut être admise en soi pour une démocratie, c'est que les citoyens, par nature, vont tout savoir en fait sur tout ce qui se passe d'un point de vue politique. Mais je vois pas en fait l'enjeu de ce que vous demandez. En fait, le sondage, en donnant une réalité déformée de la réalité, peut déformer la réalité lui-même. C'est ça qui est reproché dans l'article, en disant par exemple, des personnes ne vont pas se mobiliser parce qu'elles croient leur victoire assurée. Et par conséquent, le sondage impacte le comportement des électeurs. Par conséquent, puisqu'il l'impacte, il doit être particulièrement exact. En même temps, on s'expose à la critique suivante, et qui est extrêmement profonde pour la vie démocratique. Est-ce que je vote en fonction de mes convictions, ou est-ce que je vote en fonction d'une information qui m'est donnée ? Si vous voulez, moi, ce qui me plaît dans cet article-là, ce qui a fait ma joie sociologique de la semaine, c'est qu'on retourne complètement la critique habituelle qu'on fait au sondage. La critique habituelle que l'on fait au sondage, c'est de dire que les sondages empoisonnent la vie politique en ce sens qu'ils déforment, qu'ils soient justes ou non, exacts ou non, fiables ou non, le comportement des électeurs. Et c'est un reproche qui est extrêmement fondé, parce que dire le niveau d'information sur l'état de l'opinion est un facteur déterminant du vote, c'est dire je ne vote pas en fonction de mes convictions, mais je vote en fonction d'un certain niveau de connaissance de l'opinion. En d'autres termes, je vais faire un vote pragmatique en fonction du reste de l'opinion et je vais abandonner le vote par motivation. Mais on pourrait ensuite approfondir cette problématique-là. Ça veut dire que la donnée qui est distribuée dans les médias, c'est une donnée objective ou censément objective, c'est de la data, quoi. C'est de la data avec une espèce de connaissance en permanence à l'instant T de l'état de l'opinion, et non plus des prises de position. Cette demande de fiabilité, d'objectivité, elle a quelque chose d'absurde quand vous voyez par exemple dans une campagne comme la campagne américaine que quasiment tous les organes de presse ont pris position.
Ils ne sont pas du tout d'ailleurs dans cette espèce de logique française de prétendre à une objectivité du journalisme. Les journaux se positionnent. Et par conséquent, on se retrouve dans cette situation paradoxale. Je suis un journal engagé, mais je ne donne que de l'information purement objective. Pour permettre à la personne de se positionner non pas en fonction de motivation, mais plus en fonction de l'état objectif de l'opinion publique. Par ailleurs, ça transforme l'opinion non pas en un ensemble traversé par des tensions de valeurs et de morale, mais par un ensemble statistique complètement désubjectivé, complètement chosifié. Et concrètement, ça amène à des situations dans lesquelles on vous dit, voilà, n'allez pas voter, je sais pas moi, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Philippe de Villiers, qui vous voulez, parce que ce vote-là ne compte, ou de Nicolas Dupont-Aignan, parce que ce vote-là ne compte pas dans l'opinion, donnez tout de suite votre voix pour pouvoir peser. Vous voyez comment on change complètement de perspective. D'une perspective où on prend position, selon ses valeurs, à une politique où finalement on est assigné à une efficacité dans un système politique qu'on ne choisit plus. Donc le basculement qui est en jeu. Vous inquiétez pas, on en est à la joie sociologique de la semaine. Qu'est-ce que vous vouliez ? Oh, bien sûr. Non, bah, là c'est c'est con. Je suis désolé. C'est parce que inhabituellement, mais je vous le dis puisque vous venez d'arriver, comme la séance d'après va probablement être abrégée, je filme celle-ci et non pas celle d'après. D'habitude, je filme la... Vous pouvez retrouver tous les cours sur YouTube, je ne sais pas si vous le savez. Je vous le dis. Voilà. Bien, alors, aujourd'hui, puisque, à cause de son absence, est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre, s'il vous plaît ? Personne n'a pu me donner de questions sur le cours de Sophie Poirot-Delpech qui n'a pas eu lieu. Je vais donc passer tout de suite à autre chose, et donc au cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un cours autour de Max Weber. Je dis autour de Max Weber parce que comme on fait un cours d'initiation en sciences sociales, assez naturellement, on va voir tous les pères fondateurs, tous les premiers, voilà. Ah oui, alors maintenant que tout le monde est à peu près rentré, je vais essayer de bloquer cette porte de manière traditionnelle. Décidément, il vous manque tout. Ah, c'est toujours ça ? Ouf. Mais avec lui, et vu la coloration qu'a pris ce cours-là, c'est-à-dire quelque chose sur une plongée progressive dans ce que le social travaille en nous d'intime et de personnel, je voudrais travailler avec vous sur un truc très simple. Donc vraiment, je vais vous demander de ressortir de là avec un petit modèle dans la tête sur qu'est-ce que c'est que vouloir, la motivation de l'action, et ensuite qu'est-ce que c'est que obéir. Mais avant ça, je voudrais commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Je vais évidemment produire une introduction sur qui est Max Weber, etc., son œuvre, sa vie, ce qu'il caractérise, mais je vous introduis d'abord le thème. Le thème, c'est vraiment ça. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'agis comme ça ? Et à travers ça, quel sens je donne à mon action ? On s'arrête très rarement sur ce qu'on est en train de faire pour se dire « mais pourquoi je fais ça ?» Je pourrais par exemple, excusez-moi c'est un peu de l'opportunisme, mais interroger ma présence ici. Qu'est-ce que je fais là ? Alors il y a des tonnes de niveaux de réponse. 2 niveaux de réponse. D'ailleurs plutôt 2 niveaux de questionnement. En ce moment, à quelques centaines de mètres, j'ai un ami de 20 ans qui, un peu moins, 18 j'imagine, qui est en train de faire sa soutenance de thèse en philosophie. Pourquoi je ne suis pas à ses côtés ? Il y a encore quelques minutes, j'étais en train de disposer le champagne, le vin et tout ça que j'ai apporté. Après le cours, je courrais pour, si possible, entendre. Pourquoi je suis venu ici quand même à la place ? Personne m'y force, je ne gagne pas d'argent. Qu'est-ce qui fait qu'on fait ça ? Attendez. On gratte les motivations de l'action. Et par ailleurs, sur YouTube récemment, il y a un drôle de commentaire d'une femme qui m'a dit, voilà monsieur, je voudrais savoir quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous motive. Pourquoi vous faites un travail d'anthropologue ? Et là, c'est abyssal. Je ne me suis jamais posé la question. Jamais je me suis dit, je fais ça parce que et pour. Et là, on voit la composition de ce qu'on devient.
Et comment est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, fermer la fenêtre, parce que le bruit du marteau-piqueur est un des rares bruits avec celui de la mobilette et de la Harley Davidson que j'ai du mal à supporter. Donc vous voyez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un arrêt sur quelque chose d'assez abyssal dans le fond, qui est pourquoi on agit comme ci ou comme ça, qu'est-ce qui motive l'action d'un côté, et ensuite, qu'est-ce qui motive l'obéissance. Première partie, deuxième partie. Donc, présentation de Max Weber, de sa posture, et ensuite, qu'est-ce que c'est que vouloir, et puis qu'est-ce que c'est qu'obéir. Par vouloir, disons juste qu'est-ce que c'est que vouloir, c'est vraiment quel sens on donne à son action, quelle est la motivation de l'action explicite. Bon. Alors Max Weber, c'est un sociologue allemand qui a une formation plutôt en droit d'abord, puis en économie. C'est son nom de famille, c'est écrit comment ? Weber, c'est écrit là. Ah oui. J'écris affreusement mal, mais je crois que ces deux mots-là, vous pouvez les lire. Et les dates, 1864-1920. C'est vraiment la production d'une œuvre contemporaine de celle d'Émile Durkheim. Par exemple, quelque chose dont vous parlerez sûrement avec Sophie Porodel-Pech, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, date de 1905. Le suicide date de 1905 de Durkheim. Donc c'est vraiment une œuvre qui se fait en même temps, et on les utilise souvent, en décrivant là, la genèse de la sociologie, comme deux opposés. Deux opposés, deux scientifiques qui ont pris des directions radicalement opposées. Max Weber n'a pas du tout l'intention de produire une science de la nature. Au contraire, pour lui, la sociologie est... Alors, ça serait mieux d'utiliser les termes allemands parce que je pense qu'ils sont plus propres, mais à décrire ce que Max Weber voulait faire, une Geistwissenschaft à l'intérieur d'une Kulturwissenschaft, ce qui veut dire bêtement une science de l'esprit à l'intérieur d'une science de la culture. Mais ce que ça veut dire, donc science de l'esprit à l'intérieur des sciences de la culture, si vous voulez bien, mais ce que ça veut dire plus précisément, c'est, alors là je l'ai marqué là exprès pour que vous connaissiez le terme, c'est une herméneutique. Qu'est-ce que c'est qu'une herméneutique ? C'est une science de l'interprétation. On cherche à produire de la manière la plus rationnelle possible, H-E-R-M, et accent aigu, N-E-U-T-I-Q-U-E, herméneutique, qui vient du grec herméneo, qui veut dire interpréter. Donc il s'agit vraiment d'interpréter. On sait qu'on est en train de conceptualiser. Et Max Weber, d'ailleurs, le répète à de nombreuses reprises dans le texte qui va nous occuper aujourd'hui, qui s'appelle Économie et Société, qui est posthume, qui date de 1921, dit régulièrement, on est très très loin du réel avec nos concepts. On voit bien qu'on ne peut pas faire tenir le réel dans nos concepts, mais ça n'empêche pas qu'il faille conceptualiser pour essayer de comprendre, pour essayer de rapporter à soi, pour essayer de se rendre capable de comprendre le réel. On n'arrivera jamais à le dire objectivement, on tâchera de le comprendre, c'est-à-dire de le rapporter à soi. Donc, au lieu de parler de faits sociaux, Max Weber ne s'intéresse pas à des faits sociaux. Il ne prétend pas que ce qu'il décrit est à ce point objectivable. Il sait que c'est toujours sa subjectivité qui lie le réel. Par conséquent, il parlera d'idéal type. Alors, le début est un peu sec, hein. On se donne des concepts et puis ensuite on reviendra à des questionnements aussi simples qu'est-ce que ça veut dire que je veux ça ? Voilà. Et pourtant, c'est des grandes questions, ça. Qu'est-ce que c'est que vouloir ? Et quel sens on y donne ? Et quand on va réfléchir à l'obéissance, vous allez voir que c'est quelque chose d'omniprésent dans la vie. On passe notre temps à entrer dans des cadres d'obéissance différents et qu'on décrira avec les idéotypes que propose Max Weber. Idéal type, ça paraît enfin, c'est pas un mot très commun, ça veut tout simplement dire, attention, mode d'intelligibilité du réel. Ça veut dire que c'est une catégorie sous laquelle on entend le réel, on le comprend. Ça veut juste dire ça. Voilà. Donc, dans la sociologie de Max Weber, on sait qu'on est en train d'interpréter, on sait qu'on est en train de produire une lecture personnelle du réel. Et en fait, plus on va s'éloigner du réel, plus on va être en quelque sorte scientifique. Je veux dire par là que plus on est dans une rationalisation, dans une conceptualisation, plus les autres pourront nous critiquer, plus on pourra rentrer en discussion, plus on pourra être
se soumettre à une épreuve de falsificabilité, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas le terrain, qui n'a pas les données, puisse nous dire non, c'est pas vrai, c'est faux, regarde, on va faire un progrès en disant ça. Bien. Falsificabilité, pour ceux que ça intéresse, c'est un concept développé par Karl Popper. Bon. Je pense pas que ça vous intéresse. C'est pas grave. Pour plus tard. Donc, on est là dans une science de l'interprétation. Non. Quand je vous parle de cette rationalisation du réel, on n'est pas en train de l'objectiver, on le met en raison, en quelque sorte, on la raisonne. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard que Max Weber choisit de s'ancrer dans cette démarche-là. Il est un peu fou. Ça ne sera jamais marqué dans un manuel, mais je vous le dis. Moi. Quand il écrit l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, au début de ses travaux, il l'écrit dans la perspective de fonder une histoire générale des religions. Et dans ce projet, il y a une préface à ce futur ouvrage. Cette préface est, de mon point de vue, presque fanatique. On est quasiment dans la folie. Et je vous explique pourquoi. Il nous dit la chose suivante. On vit aujourd'hui en Occident. L'histoire, c'est du moins ainsi que j'aime à le penser, c'est sa formule, on sait toujours qu'on est en train d'interpréter. L'histoire nous enseigne que toutes les sociétés sont traversées par un mouvement de progrès. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui, il y a un mouvement continu de progrès et les sociétés occidentales sont à la tête de ce mouvement de progrès. Elles en sont l'expression le plus aboutie, mais les autres sont aussi dans le processus, bien que pour elles... Stop, stop. Mais je vous en prie. C'est juste qu'il y a un processus de blocage de la forme polyémique. Parce que sinon, elle vibre et ça m'énerve. Toutes les sociétés connaissent ce mouvement. On peut donc d'ailleurs les évaluer pour savoir si elles sont plutôt en avance ou plutôt en retard. Et ce processus de progrès, c'est essentiellement un mouvement de rationalisation. On a commencé par rationaliser l'espace avec la géométrie. On a introduit cette géométrie dans l'architecture, donc on a rationalisé selon lui l'architecture, mais aussi le mouvement, le transport, évidemment la science, la médecine. Tout a été, la musique a été rationalisée. Donc selon lui, nous sommes cette société, nous occidentaux, c'est comme ça qu'il écrit, il se présente comme part de cela, nous sommes à la pointe d'un mouvement mondial inéluctable de progrès qui consiste en une rationalisation de l'action de manière générale. Alors, il n'est pas forcément heureux de ça. Quand il décrit ça, quand il parle comme ça, en réalité, il pense en gros comme tous les positivistes ou comme un bon nombre de scientifiques de son époque qui sont dans une forme d'ethnocentrisme extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'ils pensent être le centre du monde. Voilà. Et puis, ils pensent à partir de leur catégorie, de leur habitus de dominant, parce que c'est clairement des dominants. Et c'est à partir de là qu'il nous propose de comprendre le monde. Mais par exemple, alors ça c'est dans un texte qui s'appelle « Le savant et le politique », qui date aussi de... En fait, c'est 2 conférences. On le présente comme ça, cet ouvrage-là, mais ça s'appelle « Wissenschaft als Beruf et Politik als Beruf », c'est-à-dire la science comme vocation et le politique comme vocation. Quand on le travaille aujourd'hui, c'est toujours dans un texte qui s'appelle « Le savant et le politique » et qui date de 1919. Bon, peu importe. Il nous décrit là-dedans ce qu'il appelle le désenchantement du monde. Qu'est-ce que c'est que le désenchantement du monde? C'est la situation dans laquelle les habitants des pays civilisés vivent. Non, c'est la situation dans laquelle vivent les habitants des pays rationalisés. Par exemple, c'est une espèce de confiance aveugle dans une possible explication scientifique. L'exemple qui est donné par Max Weber est que se passe-t-il quand on prend un tramway? On a confiance dans le fait que si on nous expliquait comment le tramway fonctionne, on le comprendrait. On a la certitude, pourtant absolument pas validée par les faits, qu'aucun processus magique ou religieux n'agit le tramway. Il n'y a pas un dragon qui pousse le tramway. On n'imagine pas qu'en priant le dragon du tramway, il pourrait sauter au-dessus des voitures et arriver à l'heure au rendez-vous. On sait qu'en gros, il y a un moteur, il y a de l'électricité, il y a un conducteur, il y a un réseau de régulation du mouvement. Et on fait confiance au fait que, si on nous l'expliquait, nous pourrions le comprendre. Mais nous n'en savons rien.
voyez ? Donc on a un monde qui est à la fois extrêmement fragmenté, même le conducteur ne sait pas comment fonctionne le moteur, mais celui qui a produit le moteur ne sait pas comment fonctionne la production d'électricité, etc., etc. On a un monde extrêmement fragmenté dans lequel tout le monde fait en quelque sorte une confiance aveugle à l'explication scientifique et rationnelle des événements. Ce qui donne un monde désenchanté. Oui, absolument. Vous inquiétez pas. Et juste, monsieur, est-ce que vous pouvez dire si ça ne vient pas Un idéal type, c'est l'équivalent du fait social chez Durkheim, c'est-à-dire c'est ce qu'on va observer, ce qu'on va essayer d'analyser, de comprendre, ce qu'on va concevoir en regardant les individus. Et si vous voulez la définition du dictionnaire, c'est mode d'intelligibilité du réel, ce qui veut dire ce que mon intelligence fait avec le réel. C'est donc non pas un produit du réel, c'est un produit de mon intelligence. Vous pourriez quasiment le remplacer par concept. Concept, même si en fait il s'agit plutôt de quelque chose de descriptif et non pas de purement conceptuel. Et disons, on cherche à montrer le cas typique, le cas exagéré en quelque sorte, absolu. Vous allez voir par exemple, on va dire, il y a trois modes de légitimité de la domination, trois grandes familles de façons d'obéir. On n'en trouve jamais une pure, on va devoir les composer, mais pour bien comprendre, pour bien rapporter à nous, alors on va passer par là. Un autre point qui est important, si je m'intéresse aux représentations des gens, aux façons dont ils pensent, si je m'intéresse à la façon dont ils veulent, dont ils sont motivés, alors je n'ai plus du tout l'approche durkheimienne qu'on décrit comme holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse au tout statistique pour comprendre le comportement de la partie. On fait exactement l'inverse. On s'intéresse d'abord à chacun et à l'échelle individuelle pour comprendre finalement une totalité. On appelle ça une approche atomistique, c'est-à-dire que l'individu est l'atome social et on passe par la compréhension de l'individu pour comprendre les faits sociaux. On n'a pas cette espèce de dieu du social qui plane entre nous comme on a chez Durkheim, d'âme collective. Il n'y a pas d'âme collective chez Max Weber. Bon. Alors ensuite, il a mis quelques bornes à cette idée de comprendre. Pour comprendre l'autre, et même si on rapporte à soi, on a besoin de vigie. Puisque on sait qu'on s'implique dans l'évaluation de l'autre, dans sa compréhension, il faut qu'on prenne garde à pas trop tordre la réalité à partir de ses propres valeurs. Donc il a appelé ce qu'on appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire le positionnement du sociologue. Quand il observe la société, qu'est-ce que c'est que la neutralité axiologique ? C'est étudier les valeurs sans jugement de valeur. Point. Donc c'est se rendre capable d'étudier les valeurs sans porter des jugements de valeur. Je vous jure que c'est un exercice quasiment impossible. Oui ? Dans ces cas-là, j'aurais pu faire un vide dans son esprit, c'est ça ? Pour pas avoir un esprit qui... Pragmatiquement, c'est ça. Très très concrètement. En gros, c'est ce qu'il faut de moi. Quand vous êtes un sociologue ou un anthropologue de bibliothèque, ça veut dire autre chose. Ou alors quand vous êtes en train d'interpréter vos résultats au bureau chez vous, ça peut vouloir dire faire attention à la façon dont vous avez fait des jugements. Et vous avez déformé la réalité avec vos jugements. Je sais pas. Moi, je me suis surpris, par exemple, soit en travaillant sur l'excision en Égypte, soit en travaillant sur la pornographie en France, soit en travaillant sur, et ça c'était encore plus intéressant, pendant 2 ans, sur un camp d'accueil d'urgence Rome dans la mairie de Montreuil, financé par la mairie de Montreuil et la préfecture de police de Seine-Saint-Denis, que d'abord je polluais mes résultats par des jugements de valeur. On les voit. Bon, sur le porno, je suis très moraliste. Sur l'excision, j'ai une condamnation morale absolue qui m'empêchait de comprendre les motivations des personnes, et notamment des femmes de 40-50 ans qui, elles, avaient connu une époque sans excision. Pourquoi est-ce qu'elles imposaient ça à leurs filles ? Pour comprendre les représentations, il fallait vraiment s'arracher à ce jugement de valeur-là. C'est dur. Et alors, sur les Roms, qu'est-ce qui est intéressant ? C'était pas Rome d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Sur cette population-là, c'est que je me suis aperçu que la façon de traiter mes résultats changeait avec le temps parce que je les aimais de moins en moins. Et au fur et à mesure que mon antipathie pour ce groupe, à cause de nos relations interpersonnelles, à cause de ce qu'on vivait ensemble, à cause de mes voyages avec eux, etc., là, il commençait à avoir pas mal de tensions ou d'affections trop fortes. Moi, j'étais très mal à l'aise et je commençais à être un mauvais scientifique. Je devenais incapable
de regarder, sans jugement de valeur, je ne vais pas dire objectivement, c'est toujours subjectivement, mais là, on cherche à trouver le sujet sans jugement de valeur. C'est une position qu'il est très désirable d'essayer d'atteindre, et quand on est très proche du terrain, c'est dur. Voilà, c'est très difficile. En même temps, c'est très intéressant. C'est très intéressant, c'est par exemple typiquement l'occasion où on va aller chercher de l'aide. On va dire à un copain photographe, tiens, tu voudrais pas venir pour m'aider à prendre du recul, regarder par ailleurs, par un autre point. Vous voyez? Donc c'est une occasion, c'est en quelque sorte un principe de vigilance. Maintenant, à l'époque de Max Weber, le principe du terrain n'existe pas encore. On sait faire de l'ethnographie, et encore, à cette époque-là, c'est vraiment les débuts. Et le terrain tel qu'il existe aujourd'hui, qui doit énormément à Marcel Mauss, qui pourtant n'en a jamais fait, et qui consiste vraiment à tenir compte de sa présence dans la relation qu'on établit et dans la récolte des données, savoir qu'on est dans des relations intersubjectives, qu'il faut s'intéresser au sens et à la fois aux faits, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. Bien. Alors, neutralité axiologique, approche des sciences de l'esprit, l'herméneutique, espèce de relation un peu ambiguë comme ça, où on va travailler des concepts très éloignés du réel, mais pour trouver une forme de fidélité au réel. On est dans cette espèce de position assez étonnante avec Max Weber, qui cherche, et par contre je crois qu'il a vraiment eu du talent pour cela, à comprendre ce qui fait la caractéristique du monde moderne. Il cherche vraiment à comprendre notre modernité. Quand il nous parle de la rationalisation de l'action, quand il va parler aussi de la légitimité rationnelle de la domination, en fait, il est déjà en train d'essayer de comprendre Bruxelles. Il est déjà en train d'essayer de comprendre la technocratie européenne. Il a déjà anticipé ça. Et il le fait avec brio. Voilà. Alors, dans l'ouvrage qui va nous occuper un petit peu aujourd'hui, regarde là passer, c'est bien. Ah oui, ça va. Dans l'ouvrage qui va nous occuper aujourd'hui, Économie et société, Max Weber commence par donner une typologie des motivations de l'action qui va déboucher dans une typologie, et notez bien la nuance, des légitimités de la domination. Bien sûr. Donc d'abord, une typologie, c'est-à-dire un ensemble d'idéotypes, si vous voulez. Une classification des motivations de l'action, pourquoi je veux, et ensuite, ça va déboucher sur une typologie des légitimités de la domination. Vous pouvez répéter la première phrase ? Oui, bien sûr, une typologie des légitimités de la domination. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vais trouver légitime, consciemment ou inconsciemment, d'obéir. Quand je dis inconsciemment, ça veut dire simplement de manière routinière. Quand vous êtes dans l'avion et que l'hôtesse de l'air vous dit veuillez ne pas défaire vos ceintures avant d'arriver, je sais pas où. La plupart du temps, vous obéissez comme ça, sans y réfléchir. Par contre, si elle vous dit n'utilisez pas votre téléphone portable, c'est moins évident. La légitimité de son ordre et le fait que vous alliez obéir ou non est beaucoup moins établi. On y viendra tout à l'heure. Alors, on va commencer par la motivation de l'action. Motivation de l'action. Ouais, pourquoi on agit ? Et je tiens toujours à garder ceci en tête, notamment parce que Max Weber en parle. Il s'agit de comprendre le sens des actions. Passer de l'action au sens des actions à travers la motivation de l'action. Alors pourquoi on agit ? Dans son
survivre. Pour survivre. Ok. Ah, je croyais que vous leviez la main. Non, d'accord. Oui. En général, c'est pour maintenir, enfin, comme vous avez dit, la ceinture dans l'avion, c'est pour notre sécurité, on dit que c'est mieux. Ok. Pour profiter. Alors, moi j'essaierai d'affaiblir un petit peu la typologie de Max Weber, mais on va d'abord s'y soumettre. Max Weber va vous proposer d'entrer dans un détail plus grand. Pour survivre, ça n'est pas suffisant. Par exemple, en sciences cognitives, il y a un exemple qu'on donne régulièrement pour décrire ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Cet exemple est le suivant. Une secte américaine s'agite un peu et rentre en prière très très forte parce que le jour de l'apocalypse est arrivé. Et donc ils prient pour rejoindre leur Dieu. C'est alors que l'apocalypse n'a pas lieu. Voilà. Donc ils priaient pour survivre, leur action visait la survie. Et alors bon, la leçon des sciences cognitives, c'est qu'est-ce qu'ils font pour se retomber sur leur jambe, pour ne pas souffrir de dissonance cognitive, c'est-à-dire de signification contradictoire dans leur esprit. Ils disent, dans le fond, c'est grâce à nos prières que l'apocalypse n'a pas eu lieu. Voilà, ils résolvent le conflit. Mais donc, pour survivre, on peut faire un rite, on peut obéir à un instinct. Si vous lâchez un chat dans une forêt, il va faire un ensemble de choses non apprises, d'ailleurs il aura du mal au début, pour survivre. On peut... et d'ailleurs, je vais être très vilain, mais il faudrait encore poser la question de pourquoi veut-on survivre ? C'est pas une donnée si naturelle que ça. On peut... peut-être, mais le problème c'est que nous sommes aujourd'hui des êtres sociaux et vis-à-vis desquels, à l'intérieur desquels la notion d'instinct n'est pas très très pertinente. Il y a des comportements suicidaires collectifs, il y a des comportements suicidaires individuels, il y a des actions qui sont... vous voyez, par exemple, moi, un certain nombre de fois par jour, je fume, c'est pas pour survivre. Hein. Puis je le sais. Puis dans mon action, ce sens-là n'entre pas en jeu du tout. C'est même pas une espèce de poétique de la fréquentation de la mort. C'est autre chose. C'est profiter, plutôt. C'est une motivation... Oui. Plus grossièrement, on pourrait dire même on agit parce qu'on peut et que le fait d'avoir le choix de réaliser une action, c'est ce qui donne la sensation en fait, de dynamiser son existence en soi, dans une société ou pas. Mais c'est intéressant. Avancer, en fait. C'est intéressant ce que vous dites. C'est intéressant parce qu'il faut distinguer une action avec un caractère réflexif, c'est-à-dire je suis conscient que je suis en train d'agir, je vais faire ça. Par exemple, je vais couper les branches dans mon jardin. Ça, c'est une action qui est proposée. Ou je vais acheter une nouvelle voiture, ou passer le permis, ou que sais-je encore, aller à une manifestation, ou apprendre un nouveau métier, enfin, peu importe. Faire un enfant, tiens, tenez. Et puis, des actions qui forment quand même l'essentiel des actions que l'on fait, qui ne sont pas motivées aussi consciemment. Vous êtes dans le métro, il y a quelqu'un qui arrive, une vieille personne, vous vous levez, vous lui laissez la place ou pas. Voilà, vous marchez, vous poussez quelqu'un, vous entrez dans un supermarché, vous avez un comportement absolument prévisible et maîtrisable, de même qu'à l'université d'ailleurs. Donc il faut descendre à comment voulez-vous qu'un ensemble aussi énorme fonctionne de manière anarchique mais parfaitement régulière si vous n'aviez pas, vous, intégré une manière d'obéir à des ordres implicites en permanence. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a rien pour assurer la discipline ici. Et que dans le fond, si on réfléchit bien, dans la plupart des institutions, il n'y a rien pour assurer la discipline. Les ordres sont intégrés, les façons de faire sont intégrées. Oui. En fait, vous faites la distinction entre des actions qui vont être volontaires et conscientes et par rapport à des actions qui vont être
C'est pas ce que j'ai dit, j'ai poussé les distinctions plus loin. Partez de cette distinction, et sur celles qui sont volontaires et conscientes, rajoutez et qui se conçoivent en tant qu'action. Voilà. Je suis en train de faire cela. Mais par exemple, si vous allez acheter un Twix avec, je sais pas, un panini et un soda, vous êtes en train d'agir. Et prenons l'action prendre le bus. Je vais rapidement dévoiler les cartes de Max Weber, sinon on va tourner en rond. Mais c'est intéressant de se questionner lentement parce que on se rend compte avec lui, par ce petit détour, que la plupart du temps, nous ne nous interrogeons pas sur la motivation de nos actions. Il nous donne 4 idéotypes pour comprendre ces actions. D'accord ? Alors, premier idéal-type, j'agis ainsi, de manière affective, parce que ça me plaît. Je prends le bus, même si ça prend 1h30, parce que, j'aime bien. Puis je passe devant telle maison, j'ai vécu tel truc, je sais pas, il n'y a pas trop de bruit, on est dehors, je peux écouter la radio, c'est sympa. Deuxième motivation, traditionnelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes affects qui me motivent, mais l'ordre des choses. L'ordre des choses, non pas parce qu'il serait bon, non pas parce qu'il serait efficace, simplement parce que c'est l'ordre des choses. Je prends ce bus, je ne me pose pas la question de savoir pourquoi. J'ai toujours pris ce bus, mon père a pris ce bus, mon arrière-grand-père a pris ce bus. Nous, quand on se déplace, on prend le bus. Alors évidemment, c'est plus facile de comprendre ça, par exemple, lorsque vous devez obéissance à un seigneur, parce que c'est le seigneur. Point. Et que c'est comme ça, et qu'il en a toujours été ainsi. Que vous acceptez de vous soumettre à une tradition, et de la faire vivre, non pas parce qu'elle est bonne, efficace ou quoi que ce soit du genre, mais parce qu'elle est légitime de par son ancienneté. On s'approche un peu dangereusement de la motivation de l'obéissance, donc je vais revenir aux formes de motivation. Il existe ensuite un troisième type qui va se diviser en deux, la motivation rationnelle, en valeur et en finalité. Alors, moi je comprends de deux manières possibles la rationalité en valeur, soit tout simplement que j'affirme la rationalité de mon action, soit encore que dans un cadre de système de valeurs traditionnel ou affective, j'effectue une action qui me paraisse rationnelle. Par exemple, il plaît à Dieu que je me mette le doigt dans l'oreille, il est donc rationnel si je veux plaire à Dieu de me mettre le doigt dans l'oreille. Voilà. La rationalité en finalité, c'est dans le cadre d'un processus d'effectuation, dans une action, une recherche d'efficience, tout simplement. Ça va pas ? Non, les deux. D'accord. La rationalité en finalité, on va commencer par là. C'est vous êtes en train d'organiser une action. À l'intérieur de ça, vous avez une recherche d'efficience, c'est-à-dire un maximum d'efficacité avec une dépense minimum d'énergie, etc., enfin de quoi que ce soit. Vous cherchez à augmenter rationnellement l'efficacité d'une action. En valeur, c'est soit que vous revendiquez la rationalité de ce que vous faites, soit encore que ce soit rationnel à l'intérieur d'un système de valeurs. Oui, bien sûr. Soit que le caractère rationnel soit revendiqué, soit que il s'exprime, sans être revendiqué, dans un système de valeurs. Oui. D'accord, je vais expliquer. Vous faites bien de poser la question. Si j'ai un tournevis et une vis, je veux visser quelque chose avec le tournevis. Il y a l'application d'une méthode pour visser la vis
qui est vraiment une rationalité en finalité. J'ai un objectif, j'ai un but, j'ai des moyens, je les mets en adéquation et ça fait un produit. Lorsqu'on va parler de rationalité en valeur, on pourrait, je donne un exemple un peu absurde mais pour qu'il vous frappe, attendre le vendredi après-midi parce que dans ma religion on ne vise les choses que le vendredi après-midi et donc c'est absolument normal de faire ça à tel moment parce que j'ai une action rationnelle mais qui s'inscrit dans un système de valeurs religieux en l'occurrence. Voilà. Toujours pas? C'est pas grave. On y reviendra. Et les actions qu'on fait sans qu'on le sache, par exemple, le somnambule. Là, c'est même pas un bon exemple. Vous êtes somnambule la plupart du temps, moi aussi. Je vous le disais il y a un instant, on agit la plupart du temps sous une forme d'impulsion, mais qu'on ne prend pas le temps de décomposer, pas le temps de comprendre. Et en ce sens-là, nous sommes mus par des motivations qui la plupart du temps restent discrètes. Par ailleurs, Max Weber nous dit la chose suivante. Ça, ce sont des idéotypes, donc traditionnels, affectives, rationnels en valeur. Rationalité en fin, rationalité en valeur. C'est-à-dire, rationalité dans l'effectuation d'une tâche avec un but et des objectifs, pardon, un but, pardonnez-moi, et des moyens, et on met en adéquation les moyens et ce qu'on veut faire, ça c'est bon. D'accord? Ça c'est en finalité. Et une rationalité en tant qu'elle est revendiquée. Je revendique que je fais une action rationnelle. D'accord? On va distinguer la deuxième du fait que elle pourrait être interprétée par d'autres comme étant absurde. Elle est pensée elle-même comme étant rationnelle. D'accord? On pourrait distinguer entre quelque chose qui est vraiment rationnel et quelque chose qui ne l'est pas vraiment. Ça va ou pas? Si vous ne comprenez pas, c'est que j'ai mal expliqué, donc vous ne vous sentez pas coupable de dire j'ai pas compris. Hein. C'est moi qui n'ai pas bien fait dans ce cas. Mais comment on sait quand quelque chose est rationnel ou pas? Ah ah. Vous avez dit qu'en gros, on parle de là, mais c'est qui dit qu'il fait une chose est rationnelle et une autre pas? On peut le soumettre à la démonstration. Si vous dites, vous allez voir un prêtre, et vous lui dites, démontrez-moi que Dieu existe. Soit il va vous dire, c'est pas possible, soit il va rationaliser. Et essayer effectivement de produire via une démonstration logique, et là la logique va être intéressante. La logique, c'est les conditions d'énonciation du vrai, c'est les règles du discours. Et vous allez pouvoir lui dire, non mais attendez, votre raisonnement ne tient pas debout, il n'est pas rationnel. En toute raison, en toute pensée géométrique, il n'est pas adéquat. Par exemple, vous émettez des éléments incontestables. Par exemple, le pape pourra vous dire, je dis que Dieu existe, or, il y a une infaillibilité papale. Donc, c'est un raisonnement. Si un homme infaillible dit que quelque chose existe, alors cette chose existe. Et vous pourriez dire, oui, mais non, ça c'est pas rationnel. À un moment donné, vous avez produit un axiome qui est invérifiable et qui par ailleurs ne peut pas être falsifié. Puisque ça ne repose pas sur l'exercice de la preuve, mais sur l'affirmation d'un principe intangible. Est-ce qu'il faut être neutre pour être rationnel? Non, pas du tout. Mais ça, c'est très intéressant comme question. Donc la question de votre camarade, c'est est-ce qu'il faut être neutre pour être rationnel? En d'autres termes, je vous donne un exemple. Est-ce qu'une approche statistique est neutre? Ma réponse, non, elle n'est pas neutre. Je vous explique. En tout cas, c'est une proposition que je vous fais. Prenons l'immigration. On considère le phénomène migratoire. Est-ce qu'il est neutre de le décrire de manière statistique? De parler des flux migratoires, de la composition statistique des personnes qui sont là, de la corrélation entre leur qualité objective, par exemple professionnelle, en termes d'âge, en termes de force productive, et les besoins sur le marché du travail. Est-ce que c'est neutre de faire ça? Ça procède pour le moins d'une objectivation.
On objective la réalité sociale et humaine qu'on a sous les yeux. Alors ça, déjà, c'est une certaine violence, pour commencer. Deuxièmement, ça a une histoire politique. L'idée qu'on doit passer du gouvernement des gens, c'est-à-dire de tous les sujets, avec leurs valeurs, avec leurs idées, avec leurs sentiments, à une administration des choses, c'est-à-dire c'est assez naturel qu'on tombe là-dessus, vous allez voir pourquoi plus tard avec Weber, c'est à la fois un des principes fondateurs du saint-simonisme en France, du mouvement qui va, à travers un militantisme à l'intérieur des écoles d'ingénieurs, créer l'ENA, créer cette culture technocratique en France. C'est le principe de la posture idéologique qu'on attribue à l'Allemagne qui s'appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire qu'il faut absolument... Qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme? C'est l'idée qu'il faut la liberté sur les marchés, mais que pour ça, il faut une règle qui soit juridique et qu'aucune décision démocratique ne puisse venir contester. En d'autres termes, il n'y a aucun vote démocratique dans un cadre ordolibéral qui puisse venir changer un traité économique. Donc là, vous commencez à voir que même si c'est une position qui se présente comme neutre, elle n'est à la fois ni réellement ni contextuellement neutre. Elle procède d'une objectivation et elle est historiquement la base idéologique du parti libéral. Je ne parle pas de libéral en valeur, mais plutôt du libéralisme économique en Europe et plus généralement en Occident. J'en veux pour preuve un truc que même Bec BD a raconté récemment sur une chronique à France Inter, mais qui est une banalité. Des gens qui disent « je suis ni de droite ni de gauche ». Vous entendez ça souvent. On dit souvent c'est des gens de droite. Pourquoi ? Parce que historiquement, cette posture qui a été pour la première fois assumée largement politiquement par Valéry Giscard d'Estaing consiste à dire que le libéralisme économique n'est ni de droite ni de gauche, c'est le meilleur système économique possible pour tout le monde. Et en fait, pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans la société ? Parce que les pauvres et les bobos et les ouvriers à l'époque qui n'étaient pas pauvres s'opposent à la bonne raison, à la saine raison qui, elle seule, saura disposer les intérêts de manière optimale à l'intérieur de la société. Et donc c'est cette idée que le peuple est trop con pour qu'on ose la démocratie. Pourquoi faut-il une expertocratie ? Parce que le peuple vote mal. Et c'est à cause de ça que la société est ankylosée, qu'on ne peut pas conduire le changement, qu'on ne peut pas conduire la réforme. Si vous voulez, c'est un discours de l'idéologie dominante libérale extrêmement bien établie, simple, connue de tous. Néanmoins, elle est extrêmement située idéologiquement. Par ailleurs, décidément, c'est intéressant. Vous voyez comme c'est chouette quand on commence à l'heure. On peut faire court. C'est rare. C'est sympa. Ça nous ramène encore à un autre point qui est très très prégnant chez Durkheim et qui disparaît complètement chez Weber. L'idée de l'ingénierie sociale. Est-ce que la science du sociologue doit permettre des formes d'ingénierie sociale ? Concrètement, est-ce qu'à partir de mon expertise, je suis plus légitime que des politiques, engagés eux dans des jeux plus passionnels, pour dicter ce qui doit être fait ? Et alors ça m'emmerde très profondément. Pourquoi ? D'abord parce que ça a un héritage scientifique et politique bizarre, pour commencer. Que ce soit le Corbusier dans une optique fasciste, que ce soit les tenants de la dialectique matérialiste dans une optique totalitaire en Union soviétique, que ce soit l'expertocratie européenne ou en un autre sens dans les démocraties libérales, ce pouvoir de l'expert qui vient prendre le pouvoir à la démocratie me gêne profondément. Oui, mais quand je suis sur un terrain, moi par exemple, et on me dit, tiens, par exemple, il faut revitaliser telle ville ou tel village, et que je vois des choses, parce que je suis sociologue, parce que j'interviewe tout le monde, parce que je commence à avoir un peu roulé ma bosse, et que je m'oppose effectivement à des sommes d'intérêt complètement débiles. Madame Michu qui n'aime pas Madame Machin, et Monsieur le maire qui n'aime pas Madame Truc, et à l'échelle d'une ville, ça sera plutôt telle association qui déteste telle association, qui ne veut plus travailler pour des raisons... C'est exaspérant quand on sait ce qu'il faudrait faire et qu'on ne peut pas le faire à cause de petites raisons humaines. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faut détruire pour pouvoir imposer son sentiment raisonnable, n'est-ce pas ? C'est une question politique décisive. Je vous donne un dernier exemple, encore plus intéressant. Ce matin,
Je faisais une part d'une étude que je mène dans toute la France avec des collègues auprès de personnes retraitées pour savoir comment est-ce qu'on pourrait leur apporter des services qui les intéressent, parce que pour l'instant, ce qui leur est apporté ne marche pas. Les services ne sont pas consommés, ça ne leur sert pas suffisamment. Et par ailleurs, c'est très désubjectivant. On arrive, on regarde leur situation de santé, leurs sous, et boum, du service de manière mécanique. Là, les caisses de retraite, donc en gros, ceux qui vous paieront vos retraites plus tard, nous ont dit au niveau national, il faut qu'on s'affine, il faut qu'on apprenne à être plus fin. Aidez-nous à fournir une offre d'aide complémentaire. Je vais donc fournir les bases d'une politique publique qui se fondera non pas sur le vote, mais sur mon travail. Je peux me donner bonne conscience en disant que je fais remonter la parole des gens et que c'est le travail du sociologue. Je peux me donner bonne conscience en disant oui, mais en fait, ce que je fais, c'est que je rends des comptes au sens commun parce que je vais publier des choses et je vais mettre sur la place publique des éléments à discuter. Il n'en reste pas moins qu'il existe un danger du pouvoir des experts qui se manifesteraient comme ça, en plus sous couvert de démocratie locale, puisque je suis allé interviewer les gens jusque chez eux. Donc vous voyez, c'est vraiment, effectivement, des problématiques politiques très fortes, très situées dans l'histoire et dans le champ politique français. Voilà. On pourrait refaire ma joie sociologique de la semaine sur la qualité des sondages, sur la qualité de la connaissance démographique et sociologique que l'État dispose de sa population. Est-ce que c'est un enjeu politique énorme pour l'État de connaître sa population? Et jusqu'où faut-il qu'il la connaisse? Faut-il qu'il puisse ficher dans le moindre détail la vie de chaque citoyen pour avoir la connaissance parfaite qui permettra de conduire la machine étatique, au millimètre près et au centime près? Faut-il au contraire qu'ils se contentent de faire ce qu'ils ont promis de faire quand ils ont été élus sur la base de motivations fondées en valeurs par les électeurs? Par exemple, en gros, François Hollande a été élu pour redistribuer un peu de richesse. Il a fait tout autre chose. Il s'est comporté en technocrate pur. Et il a agi selon lui pour le bien du pays, mais à partir d'éléments techno, pas du tout à partir des éléments populistes qu'il avait diffusés auparavant pour être élu. Et c'est intéressant. Alors, par exemple, là on pourrait s'intéresser sur la motivation de l'action de M. Hollande et disposer de ces éléments. Donc rappelez-vous, en gros, la fondation d'une motivation pour Max Weber est toujours fondée sur un ou plusieurs idéotypes que sont la motivation rationnelle, en valeur infinité, rationnelle, affective et traditionnelle. Je suis absolument désolé pour Monsieur X que j'ai interviewé ce matin, mais tout en lui gardant sa vie privée. Et en plus, c'est très rare que j'ai des interviews à Paris. Je vais utiliser un des éléments de son récit pour vous donner une illustration vraiment terrible de la façon, du caractère parfois abyssal de la motivation de l'action. Ce monsieur, c'est un musicien, il joue du banjo, il jouait du jazz, de la guitare jazz et de la guitare du banjo, pardon. Il a commencé une carrière de chanteur, auteur, compositeur dans les années 70, ça marchait pas mal, il y a des traces comme ça dans son appartement de ce passé-là. Et vous savez la première chose qu'il a demandé quand moi j'ai expliqué ce que je venais faire, et j'étais avec l'évaluatrice, l'assistante sociale qui était là. Donc il dit, ça tombe bien que vous soyez là, dans ce cas-là je vais vous dire ce dont j'ai vraiment besoin. 70 ans le type, hein. Ce dont j'ai vraiment besoin c'est des engagements. J'ai besoin d'aller pouvoir jouer du banjo. Bon. Et donc dans les années 70, il a eu un accident en voiture, probablement très grave. Il y a perdu sa femme. Et le récit qu'il en fait, c'est voilà, je commençais une carrière de chanteur, auteur, compositeur, et après, j'ai plus envie d'écrire. On en reste là-dessus. Vous voyez, typiquement, je perds le moral, j'ai plus envie d'écrire, je ralentis. Cette décision, pour peu qu'on puisse parler d'une décision, ou cette non-motivation de l'action détermine sa vie. Elle change son boulot. Elle change tout dans sa vie. Il n'est pas capable de répondre à la question « Pourquoi j'ai arrêté ?»
c'est quelque chose qui s'est emparé de lui. Et pourtant, tout se joue là. Et sa situation économique actuelle, ce qu'il a fait, les rencontres qu'il a faites, etc., tout se joue dans quelque chose qui, à un moment donné, se produit et sur lequel il ne peut pas rendre des comptes. Bon, c'est très probablement pour nous quelque chose de l'ordre de l'affectif. On pourrait le composer un peu. Oui. C'est-à-dire que le vouloir, en fait, il n'est pas absolu. Pardon ? Le vouloir, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolu, parce que vous avez dit qu'en gros, il est arrivé d'être le jeu du bonjour. Ouais. Quand il a commencé à écrire, tu sais, il est plein de ça. Quand sa femme est morte après son accident de voiture qui le laisse encore aujourd'hui un peu handicapé, il a perdu la motivation de l'action et il a changé son action. Voilà. En gros, il joue du banjo de temps en temps avec des copains. Est-ce que ça veut dire qu'il joue du banjo pour elle? Ah non, pour gagner sa vie. Hein. Il y a une motivation. Alors c'était hyper drôle. L'assistante sociale qui sait que le système est très mal foutu pour lui donner de l'argent, cherchait à lui dire « Mais vous jouez du banjo parce que ça vous fait plaisir, hein, parce que c'est un loisir. Et alors vous allez pouvoir faire du troc. Je vais vous amener à des associations, vous allez troquer du banjo dans un resto contre du bricolage chez vous, ou des ménages, on va trouver un arrangement. » Il dit « Mais non, moi je fais du banjo parce que j'ai faim. C'est pour faire mes courses. C'est pas du tout une motivation affective. Aujourd'hui, si je joue de la musique, c'est purement pour gagner ma vie, pour gagner ma croûte. Il n'y a rien de romantique là-dedans. » Et là, dissonance cognitive chez l'assistante sociale, qui est difficile à résoudre. Jouer du banjo chez une personne de 70 ans avec des potes, ça a l'air d'un truc sympa. Ça n'a pas du tout l'air d'un gagne-pain. Pourtant, le type, il a sorti les violons. Il a dit très simplement, c'est sa première phrase, « Ah on cherche des engagements parce que 2-3 fois par mois avec les copains, quand on n'en a pas, on fait la manche. » Quelle explicitation plus claire de sa situation. Il le détaille ensuite. Des fois, on a quelques piécettes au bout de 2 heures, alors que des fois, avant même d'avoir sorti un instrument, on a vendu 2 CD. Et là, c'est bien. On peut mettre de côté pour les courses. Et ils ont une cagnotte. Enfin, tout le système économique a été détaillé. Donc là, vous voyez, il y a un conflit sur la reconnaissance de la motivation de l'action. Si c'est affectif, alors on va le traiter de manière ludique, comme une animation. On va lui proposer d'aller dans telle ou telle animation. Si c'est reconnu comme une activité professionnelle, alors dans ce cas-là, on se rend compte que ce type-là, à 70 ans, il est dans une situation de précarité telle que, alors qu'il boite, qu'il n'arrête pas de chuter, qu'il a des... On ne sait d'ailleurs pas vraiment pourquoi, peut-être des problèmes d'air, peu importe. Il continue à 70 ans à faire la manche. Voilà. Bon, vous voyez comme ça... C'est une approche qui est littéralement tout le temps intéressante. Un autre exemple sur la motivation de l'action. Avec les 2 familles de Tziganes et les Roumains qui étaient dans le centre d'accueil d'urgence, 196 personnes un jour, j'ai fait un bilan économique de toutes les roulottes. Il y avait 60 roulottes, 60 bilans économiques. Ils avaient tous perdu de l'argent. Tous. Et alors là, on se rend compte d'un truc intéressant pour les comprendre, parce que c'est hyper dur de comprendre des gens qui sont les plus riches de leur village, qui gèrent un capital. Une immigration comme ça coûte cher. Ils ont gardé leur maison là-bas, ils font des investissements. C'est pas des agents économiques nuls. Comment comprendre qu'ils acceptent de perdre avec des si petits revenus de 20 à 40 000 euros sur une immigration et sans aucune chance, parce que là pour le coup ils avaient littéralement aucune chance, de sortir de leur situation. Parce que les gens qui étaient partis, la première génération, il y a 10 ans, ils étaient tous diplômés, c'était des ouvriers qualifiés, c'était des gens qui travaillaient dans le social. Ils avaient un niveau de qualification qui leur permettait d'avoir assez d'argent pour organiser l'immigration. Et là, on avait des gens qui avaient grandi dans des camps, dans des centres d'accueil d'urgence, ou dans des squats, qui n'avaient pas de diplôme, qui savaient à la fois ni mendier, ni faire du petit commerce dans les marges. Enfin, ils perdaient très vite leurs compétences économiques. Or, en fait, il fallait voir que leur motivation consciente de l'action, qui était une motivation économique, était en réalité une pure fiction affective. Pure. Alors, les gens de l'association qui s'occupaient d'eux pensaient que c'était une motivation traditionnelle. Eux, ils pensaient que c'est des Roms, et les Roms, ils sont nomades, alors c'est des nomades, alors ils viennent. Et d'ailleurs, on est sûr que quand le soir on s'en va, ils sortent les violons et c'est Kusturica dans Montreuil. En vrai, ils s'étaient inventé une religion assez particulière, une espèce de secte baptiste catholique, dans lequel ils s'interdisaient de jouer de la musique. Donc on était très 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 loin de Kusturica, ils mariaient leur fille à 12 ou 13 ans, enfin c'était pas très sympa.
Le fait est que, vous voyez, le grand public voit une motivation économique, ils viennent gagner de l'argent, ils viennent nous voler le pain, tralala, tralala. Eux affirment aussi une motivation économique, mais qui, si on la regarde de près, en fait, correspond à l'appétit pour un genre de paradis, d'Eldorado. Ils considèrent que Paris est un espèce d'Eldorado, et que dans le fond, ça vaut mieux que tout d'être là. Même si on est pauvre, même si on perd de l'argent, ça vaut mieux. Bon. Et par ailleurs, autour d'eux, des acteurs qui considèrent que c'est une motivation traditionnelle. Après, pourtant, ils avaient travaillé pendant 2 ans et demi avec eux. Quand je leur ai montré où ils vivaient en Roumanie, quels étaient leurs moyens, quel était leur capital social, mais c'était la déception, l'horreur. Eux, ils croyaient faire de l'humanitaire avec des braves nomades. Ils se sont retrouvés, en fait, à mettre en échec, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de mettre en échec des gens que... juste des gens, quoi. Dont la motivation, en fait, était ni traditionnelle, ni rationnelle, c'est-à-dire économique, là, en l'occurrence, mais purement affective et un peu délirante. Un peu délirante. Bon. Dans d'autres groupes, ce serait faux, ce que je viens de dire. Dans ce groupe-là, c'était vrai. Bon. Excusez-moi, il faut que... Voilà, chute. Oui. Et quelqu'un qui est dans un état de folie, Oui. je ne sais pas pourquoi il agit. Oui. Ouais, il agit. Aucune idée. Un instant. Un instant. Je vais répondre à cette question dans le détail. Enfin, on est en train de conceptualiser, donc c'est vraiment ça que fait Max Weber, les motivations de l'action. Pour savoir quelles sont les motivations de l'action d'un fou, il faut le lui demander. Il pourra tout à fait vous dire de manière délirante, je visse le tournevis avec la vis, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, ou parce que Dieu m'a dit, ou parce que j'ai eu une révélation, peu importe. La question, c'est d'aller voir ce qu'il en pense. Ensuite, on va s'apercevoir que on reconnaît ou non la pertinence de cette motivation de l'action, mais ça relèverait plutôt de la psychologie. Donc on va chercher des cas individuels. Là, on cherche à comprendre plutôt le collectif. Premier point. Deuxième point. Selon la façon dont la folie est traitée collectivement, alors le comportement pourra être rationnel, traditionnel ou affectif. Je m'explique. Dans certains pays ou dans certaines cultures, on va donner par exemple à la crise d'épilepsie, ou on va donner à la crise de schizophrénie, ou on va donner à la crise de psychose, aux visions, un aspect rituel, ou au contraire une vraie valeur sociale, et auquel cas on va dire, quelqu'un a eu une crise de psychose, il a vu surgir le dieu des fantômes, des morts, et un hippopotame qui marchait sur les pattes avant, eh bien c'est un signe. Le totem de l'hippopotame s'est manifesté, et par conséquent, les actions qui ont suivi étaient purement rationnelles, par exemple. Même si cette catégorie-là, cette distinction entre le rationnel et le traditionnel nous est assez particulière. Il faut aussi le penser. Donc dans la théorie indigène, on utilise indigène pour simplement décrire le groupe qu'on est en train de regarder. Donc si vous allez à Marcilly, le Hayet, les indigènes, c'est les gens de Marcilly, à Paris, c'est les Parisiens, voilà. Ça pourrait être la classe. La théorie indigène ne fera pas forcément référence à cette distinction entre le rationnel et l'irrationnel. Pour décrire ces théories qui sont rationalisantes, Claude Lévi-Strauss parlait de théories bricolantes ou de sciences bricolantes. On va créer des classifications, on va créer une rationalisation, mais elle ne vise pas la rationalisation. Par exemple, dans les classifications que les sociétés traditionnelles avaient des plantes, ou des étoiles, ou des phénomènes. Vous vouliez dire ? Est-ce que c'est une motivation rationnelle quand les gens disent par exemple le bleu, c'est pour les personnes, et la couleur rose, c'est pour les filles? Absolument. Vous pouvez la composer ainsi, par exemple. Quoique Marine Le Pen nous a constitué une rose bleue, là. C'est rigolo. Oui, parce que pour être transparti, je sais pas ce qu'elle veut être, elle prend la rose au Parti Socialiste et le bleu à l'UMP. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chasse d'eau dans les démocraties. Alors, enfin bon, là, je vous livre mon opinion personnelle, peut-être c'est trop. Comment est-ce qu'on peut avoir des idées pareilles, quoi ? Dans ce cas-là, qu'elle s'appelle UMPS directement, ça serait encore plus drôle. Alors là, on irait dans le fond du fond des choses. Enfin bref.
à l'évidence, celui qui le fait, à ce moment-là, motive traditionnellement son action. Si vous grattez un peu, il y aura probablement un peu de motivation affective, parce que c'est quelqu'un qui a envie de reproduire les choses telles qu'elles ont été faites. Et ensuite, plus profondément encore, un rapport à la légitimité traditionnelle de l'action, de la motivation de l'action ou de l'obéissance. Pourquoi ? Parce que mettre du bleu à des garçons et du rose à des filles, c'est alors d'abord rentrer dans un modèle social où on admet que le genre soit négocié collectivement et soit dicté à l'enfant, par exemple. On donnera plutôt des camions aux garçons, plutôt des poupées aux filles. Mais c'est aussi et surtout une société qui considère que on peut essentialiser les individus. On sait ce que c'est que l'essence d'une fille, on sait ce que c'est que l'essence d'un garçon. Ce qui est particulièrement inconfortable et qui suscite des résistances dans les mouvements LGBTQIA qui existent aujourd'hui, c'est que ça c'est remis en question. On dit dans le fond, chaque individu est responsable de son essence en tant qu'être sexué. Il peut être asexué, il peut être hermaphrodite s'il veut, il y en a plusieurs types d'ailleurs à l'intérieur de ça, on peut être bi, trans, inter, enfin tout ce qu'on veut. Poly, penta, je sais plus comment il disait, pentasexuel. J'en avais parlé la semaine dernière, je crois. Mais c'est vraiment cette idée-là. Vous voyez, en partant du rose, on en arrive à une position sociale dans laquelle on dit, voilà, la société a le droit de définir l'essence des individus. Ce qui donne un pouvoir et une stabilité à la société extraordinaire. On donne de l'intangible. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, si on a une essence des hommes et une essence des femmes, alors il n'y a aucune raison que cela et les quelques formes de sociabilité qui y sont afférents changent. On a des éléments inchangeables dans la société. Il y a certaines idées traditionnelles comme ça dont la société aujourd'hui ne sait pas très bien quoi faire, mais dont elle ne se débarrasse pas. L'idée de l'essence des garçons, de l'essence des filles, et je dirais même de la qualité morale des maladies, je prends ces 3 points-là, c'est des choses que vous allez trouver très très souvent dans des discours qui seront maladroitement tenus parce que pas vraiment assumés, mais néanmoins là. Il y a des études pour garçons, il y a des études pour filles, il y a des goûts pour garçons, il y a des goûts pour filles, etc. etc. Et par ailleurs, s'il est malade, c'est parce qu'il a fait ci, il a fait ça, puis tu sais, on a une espèce de malédiction dans la famille, patati patata. Ou alors le rapport à la mort. Même s'il y a beaucoup d'athées, il y a très peu d'athées qui pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Donc, voilà. Ou qui arrivent à s'en dépatouiller complètement. On dira non, il n'y a pas de vie après la mort, mais quand même, on ne sait jamais. On ne sait pas. Puis d'ailleurs, on peut parler aux esprits. Oui. Donnez-nous savoir ça. Vous faites pareil, parce que si vous avez un nouveau, vous n'allez pas les faire pareil. Alors, d'abord, moi, si. Et moi, par exemple, j'aime bien la provocation. Par exemple, si je vais à l'anniversaire d'une petite dont les parents sont des bobos féministes, je vais et dont tout le monde va s'offrir des beaux jouets en bois faits à Berlin de manière équitable, moi jamais, parce que c'est une fille, une belle couronne de princesse avec une belle, on appelle ça la baguette magique, et plein de bonbons, si possible ultra chimiques. Comme ça, la gamine et les gamines autour sont absolument ravis, et la mère est furibarde, et je suis content un quart d'heure. Mais ça, c'est un petit peu pervers. Et inversement, enfin voilà, bon. Mais c'est exactement ça. Quand on est sociologue, on ne sort pas de ces cases-là, mais au moins on peut rire avec. C'est dans notre vie privée, c'est ce que ça nous apporte d'être sociologue. On n'en sort pas, on a des techniques du corps, on a tout ce que vous voulez, la motivation, néanmoins, au moins on peut s'amuser avec. Ça, c'est rigolo. Ça permet aussi d'être pas trop bête et pas trop borné. Hier, j'avais rendez-vous avec un maire. Voilà, le maire me fait le reproche de ne pas être venu le voir avant de monter l'action que je faisais dans sa commune. Bon, la première personne que je suis venu voir, c'est lui, et il ne m'a pas reçu pendant 2 semaines. Évidemment, je ne vais pas lui dire ça, parce que la motivation de l'action pour lui, là, pour le coup, elle est très clairement traditionnelle, et c'est une demande de reconnaissance de son autorité et de sa légitimité. Dès lors qu'on comprend ça, effectivement, on est plus rusé socialement, et on respecte la convenance. Ça n'a aucune forme de rationalité économique, ça n'est pas efficace, affectivement c'est un peu dur de ravaler sa langue comme ça, mais on se plie au rituel. Dès lors qu'on le fait, on est accepté. Mais accepter de la politesse dans une action économique, en définitive, c'est pas évident. Bon, en tout cas.
Alors, passons maintenant, si vous le voulez bien, aux motivations de la légitimité de la domination. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux formes de domination légitimes? Parce que on ne s'intéresse absolument pas aux formes de domination qui sont assurées par la force, par la violence, ou par la menace telle que la survie de l'individu est menacée. On s'intéresse à l'obéissance lorsqu'elle est acceptée. Oui? Non? D'accord. Dès que quelqu'un bouge la main, j'ai l'impression qu'il lève la main. Alors. Sauf lui, parce que je vois bien qu'il va se rouler une cigarette ou un joint, et donc par conséquent, je lui donne pas la parole à ce sujet. En gros, si on obéit, c'est que vous êtes social. C'est vrai que vous n'avez pas obéi au maire, par exemple. Il aurait dit parce que vous n'êtes pas là pour 2 semaines, il aurait pas. C'est ça en fait. Alors, on obéit pour être social. quand on parle d'idéotypes, on décrit effectivement des fonctionnements qui sont généraux. On ne parle pas de faits sociaux, mais on y est quasiment. Et effectivement, la caractéristique d'un fait social, souvenez-vous-en, c'est que quand on ne le respecte pas, on se désocialise. On peut résister à un fait social, mais on se désocialise. Ici, la perspective est différente. On cherche vraiment à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'individu quand il le fait, consciemment ou non. Et on ne cherche pas à comprendre tellement l'effet que ça pourrait avoir, mais vraiment ce qui le motive. Dans les 3 cas, enfin surtout dans la motivation, ah oui, excusez-moi, vous avez décrit ces types de légitimité de la domination, c'est charismatique, traditionnel et rationnel. Alors, légitimité de la domination parce qu'on travaille sur les ordres en tant qu'ils sont incorporés, en tant que j'accepte d'obéir. Je fais de l'ordre le motif de mon action. Voilà. Attendez un instant, je termine avec ça. Donc, je fais de l'ordre le motif de mon action. Et j'aime beaucoup une des formules qu'utilise Max Weber. Il dit, dans le fond, la domination, c'est essentiellement une affaire d'administration. Mais quand on parle d'administration, dans ce sens-là, on ne parle pas de la bonne gestion, on parle simplement du respect de l'ordonnancement de la société. La domination, la plupart du temps, le fait de pouvoir obtenir une obéissance, ça se place essentiellement dans le cadre du maintien d'un état des choses, d'une administration des choses, d'un ordre social, d'un ordre des choses en fait, d'un ordre. La domination a essentiellement à voir avec l'ordre, mais pas entendu comme avec des roulements de tambour et des militaires derrière. L'ordre, c'est-à-dire une certaine organisation de la société. Alors, on va commencer par la légitimité traditionnelle de la domination, parce que c'est la plus banale et la plus facile à comprendre. Bien sûr. Traditionnel, rationnel et charismatique. Vous avez dit traditionnel, charismatique, quoi. Rationnel. Alors, comme je n'ai pas les mêmes objectifs que Max Weber, parce que lui il commence par la rationnelle et parce qu'il pense que c'est celle qui se développe le plus et qui s'impose le plus dans les sociétés contemporaines, on verra pourquoi. Commencer par la traditionnelle. La légitimité traditionnelle de la domination, c'est simplement le fait de vouloir agir parce qu'on reconnaît un caractère sacré, intangible, immuable à l'ordre, qui motive l'action. Je fais ainsi, je m'habille comme ça, je cuisine comme ça, j'obéis à telle ou telle personne, parce que l'ordre est absolument sacré. Dans une société traditionnelle, il faut bien voir que ce qui est essentiellement au pouvoir, c'est moins le seigneur, le chef, que la tradition, qui est au pouvoir. Dans certaines sociétés, il peut arriver que, et Max Weber le détaille, il peut arriver que
la tradition donne un pouvoir arbitraire au chef. Le droit de faire un peu n'importe quoi une fois de temps en temps, par exemple, de prendre des décisions folles. Cependant, quand on obéit à l'ordre fou, ce n'est pas parce qu'il est fou qu'on y obéit, c'est parce qu'il est garanti par la sacralité de la tradition, par la sacralité de la forme de société qui précède. En fait, dites-le vous simplement, la légitimité traditionnelle de la domination, c'est accepter un ordre des choses, accepter des ordres, obéir, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on considère, parce qu'on sacralise en quelque sorte, on rend intouchable, immodifiable, l'ordre social précédent. Alors, je voudrais vraiment que vous le compreniez comme ça. Trouver la légitimité des choses dans le passé, c'est-à-dire dans l'interdiction pour le Kidam de changer ce qui était. Comprenez ? C'est lorsque le passé devient inchangeable. Et d'ailleurs, les sociétés traditionnelles, et en tout cas les sociétés dans lesquelles l'essentiel de la domination, de la chance d'obtenir l'obéissance repose sur la sacralité du passé, la sacralité de la tradition, sont très très difficiles à transformer. Le roi peut avoir recours à l'arbitraire, il ne peut pas réformer. Comprenez ? Parce que sa domination repose essentiellement sur l'inchangeabilité de l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est relativement facile à comprendre. Pour vous donner un exemple idiot, dans une société très 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 patriarcale, le père de famille peut dire à son fils « Je t'ordonne de te déguiser en fille et de devenir queer, j'en sais rien, ou même je t'y autorise. » On peut lui donner un pouvoir arbitraire qui en fait le renforce lui, puisque c'est lui qui s'empare de ce pouvoir qui lui est donné traditionnellement. Inversement, il ne peut absolument pas dire à son fils « fais ce que tu veux », c'est-à-dire se défaire de son pouvoir. Dès lors, il sortirait effectivement de l'ordonnancement traditionnel et sacré et il serait immédiatement déchu de son statut. Bon. Alors, ouais, d'accord, allez-y. Le motif de la motivation de la légitimité, elle peut évoluer au cours du temps. Évidemment, et elle est souvent composite. Il donne des tas d'exemples, il dit dans un régime parlementaire, dans un régime avec des ministères comme ci, comme ça, dans un régime de monarchie parlementaire, voilà, quel est le niveau de mélange entre les trois types de domination. Donc non seulement ça bouge, mais encore c'est composite. On va donner un exemple tout de suite de cela. Vous entendez quoi par composite ? Un mélange des différents idéotypes de domination. Donc en l'occurrence, charismatique, rationnel et traditionnel. Je vais parler tout de suite pour expliquer le charismatique. Je vais prendre pour exemple la présidence en France. C'est parfait pour expliquer ça. Et la présidence en France, elle est composite. Alors, la domination charismatique, c'est une domination qui trouve sa légitimité dans le charisme d'un individu. Le charisme, c'est à la fois une dimension affective. Le chef, celui qui va donner l'ordre, donne l'impression d'être particulièrement puissant, mais surtout, c'est le point le plus important, d'avoir la puissance de changer l'ordre des choses. L'obéissance légitimée par le charisme, par le caractère charismatique d'un individu, c'est une obéissance qui n'est pas basée sur l'inchangeabilité, c'est exactement basé sur l'inverse, c'est basé sur le pouvoir d'un individu à transformer l'ordre des choses. Par exemple, ensemble, tout devient possible. Mais, moi président, je, tralala, tralala. C'est exactement la logique aujourd'hui de la personnalisation de la présidence dans la Ve République. Le président est un individu qui se présente comme étant capable de bouleverser l'ordre des choses. Un président qui se présenterait en disant bah, avec moi ça va pas trop changer. En fait d'ailleurs on va rien changer parce que c'est bien. Et voilà, avec moi ça sera pépère. Bah non. Oui. C'est comme ça qu'Hitler Absolument. Alors, pour affirmer ce caractère quasiment magique de l'individu, il a besoin d'une reconnaissance par des gens compétents
Alors ça peut être des prêtres, ça peut être une foule en délire, ça peut être un petit cercle autour de soi, ça peut être des experts en économie, etc. Ça peut être la validation par exemple par le milieu du business. Le yacht de Bolloré, l'affaire qu'on a faite à Sarkozy, dans le fond ça rentrait plutôt dans sa stratégie de campagne. Peut-être dans un sens complètement décalé, c'était une validation par les puissances économiques privées du pays c'était un adoubement en quelque sorte. Et on a besoin de cette reconnaissance-là. Alors, il y a un défaut, c'est que ce pouvoir-là est très fragile. Pourquoi ? Bêtement, parce que si les choses ne changent pas, alors la légitimité du pouvoir s'effondre. Si la légitimité est fondée sur la capacité à transformer, s'il y a absence de transformation, eh bien naturellement la légitimité de l'obéissance s'effondre. Alors il y a un autre élément rigolo, c'est que il faut se singulariser quand on fait reposer son pouvoir sur le charisme. Il faut se singulariser et en quelque sorte donner des signes de sa puissance magique. Bon, un instant, je termine avec les descriptions. Alors Hitler, par exemple, il se jetait par terre et il bouffait les tapis, un peu comme Nabucodonosor qui mangeait l'herbe qui ne repoussait plus après lui. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver chez Nicolas Sarkozy, justement, qui va témoigner de son espèce de puissance extraordinaire. Alors, il a essayé de se montrer hyper sportif, par exemple, mais quand même profond, avec des connaissances de la littérature, etc. Enfin, il a voulu montrer un destin, un homme, un destin. C'est tout le jeu de Karine Le Marchand aussi, par exemple. C'est montrer la profondeur, l'originalité, la blessure intérieure de chacun qui permet de rendre légitime via le charisme, parce que c'est un individu en quelque sorte élu. Et élu par le sort, par le destin. Au contraire de la légitimité rationnelle, où justement on va passer par une élection sur la pure compétence. On en vient au troisième type de domination, que souvent d'ailleurs Max Weber appelle la domination rationnelle légale. La domination rationnelle, c'est tout simplement l'obéissance à un ordre que j'ai accepté rationnellement, en toute connaissance de cause. J'obéis dans une structure bureaucratique à mon supérieur, non pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est aimable, pas parce que c'est la tradition, parce que dans le système d'efficacité que j'ai adopté, dans le système de rationalisation de l'action dans lequel j'ai accepté d'entrer, le système est ainsi fait et il est rationnel d'agir ainsi. On aura donc des dominations qui sont purement impersonnelles, mais basées sur un niveau de compétence et de qualification. Ces qualifications sont affichées publiquement, objectivées en quelque sorte par un diplôme. Dès lors, on devient un agent efficace d'un système auquel on a adhéré. C'est assez précisément ce que visent les structures européennes. Ça n'est pas exactement encore le mode de fonctionnement, par exemple, de la démocratie française. Puisque il y a des éléments de légitimité traditionnelle, la Ve République, l'héritage du général de Gaulle, les symboles de la France, tatati tatata. Il y a aussi des éléments de charisme, il y a aussi des éléments irrationnels basés sur des valeurs. On n'est pas un pur système de gestion des intérêts particuliers, on est aussi théoriquement en République dans un ensemble structuré par des valeurs, liberté, égalité, fraternité, tolérance et je sais pas quoi, un certain nombre. En revanche, effectivement, les institutions européennes, même si aujourd'hui elles revendiquent pour certaines valeurs d'ouverture, d'éthique, de liberté, se présentent beaucoup plus comme effectivement des systèmes efficaces, des pures structures. Bon. C'est pas grave. Pas du tout. Alors, l'expérience de Milgram, c'est une expérience sur l'obéissance, vous faites bien de le mentionner, et ça part d'une raison vraiment très simple. Milgram dit comment c'est possible qu'on ait réalisé la Shoah. Excusez-moi, je prends toujours des phrases un peu bêtes quand je veux dire des choses simples. Comment est-il possible que la Shoah ait eu lieu ? En d'autres termes, comment un système d'administration de la mort a pu se mettre en place avec autant de collaborateurs qui ont fait ça le plus naturellement du monde ? C'est vraiment sa question. Il décide donc de créer un système sous une forme de blague. On vous fait venir pour... l'annonce, c'est venez pour travailler sur
l'augmentation des compétences de concentration et d'apprentissage des enfants par la punition physique. Donc on met quelqu'un en situation d'être comme un enfant, à qui on pose des questions et à qui on essaye de faire apprendre des couples de notions, et en face, un parent qui utilise la punition physique, et savoir des décharges électriques qui vont croissantes. Dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans un lieu extrêmement prestigieux, on se rend compte que le niveau d'obéissance monte à des taux invraisemblables, c'est-à-dire 66% vont jusqu'à faire prendre des risques de vie ou de mort. C'est marqué, hein, sans recevoir d'ordre direct. La phrase c'est toujours le protocole vous demande de faire il est inscrit qu'il faut faire ainsi, vous devez le faire, c'est pas fait. Et on obtient effectivement des gens, des comportements où ils soumettent leur cobaye à la torture, même si évidemment c'est un comédien et qu'en vrai il a pas mal. Et ça les rend un peu fous d'ailleurs, parce qu'il faut justifier cet ordre. Et donc on se rend compte que la justification rationnelle n'est pas suffisante. Qu'ils se mettent à dire « Ouais, mais il faisait n'importe quoi, c'était un mauvais apprenant, il était con, il en faisait rien qu'à sa tête, c'est normal que je l'ai puni. » Parce qu'on faisait ensuite évidemment des entretiens post. Bon. Ça, c'est un travail sur l'obéissance en sciences cognitives, en psychologie sociale. Et les résultats, c'est comment est-ce qu'on apprend à devenir un agent. Comment est-ce qu'on devient strictement un agent, c'est-à-dire un pur exécuteur d'ordre. Et Milgram, et c'est d'ailleurs très intéressant, nous dit on apprend toute sa vie à devenir un agent. On apprend l'état agentique toute sa vie. On apprend à obéir dès le départ. Et d'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que c'est pas si mal. Si on n'apprend pas à un enfant à obéir, il fera pipi partout. Il ne deviendra pas propre. Si on n'apprend pas à un enfant à s'exprimer convenablement, il n'arrivera pas à s'exprimer convenablement. Si on ne lui apprend pas à pas tuer les petits chatons et ses camarades, ça deviendra un dangereux tueur, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est à la fois une opportunité et un danger très grave. Il faut apprendre l'état agentique tout en apprenant en même temps à ne pas le respecter. Voilà. Ensuite, il nous dit, nous passons notre temps dans des organisations qui nous soumettent plus ou moins à des états agentiques. Quand je rentre dans un supermarché, je respecte un certain nombre de comportements. Quand je rentre dans une entreprise, je respecte d'autres comportements. Et à chaque fois, je suis habitué à reconnaître des détenteurs légitimes de l'ordre. Bon. On est à un autre niveau. Là, pour l'instant, on fait simplement des idéotypes pour comprendre les grandes familles de légitimation de l'obéissance. En gros, ce que nous dit Max Weber, c'est l'humain est un être social qui obéit en gros sur 3 modalités que j'appellerais le passé, le futur, le présent. Le passé, c'est-à-dire pour que l'ordre social ne change pas, qu'il demeure. Le futur, parce que j'obéis en tant qu'on m'offre une promesse de changement. Le présent, en tant que je suis capable de produire un accord sur l'ordre. C'est ça la domination rationnelle. C'est nous avons fait un protocole pour avoir une action sociale efficace, et donc le présent est en quelque sorte un accord, un protocole commun auquel on adhère ou pas. Pourquoi est-ce qu'il est au présent ? Parce qu'il est là pour atteindre un but, pour atteindre un certain niveau d'efficacité. Si la structure est ainsi faite et si j'obéis, c'est pour que la structure soit performante. Point. Je suis prêt à tout sacrifier à la performance. Alors, les managers vous diraient que, et ça c'est vraiment des problématiques extrêmement modernes, plus on rationalise l'action et la domination en entreprise, plus on se confronte à des conduites de résistance au changement qui sont afférentes à, par exemple, des formes qui seraient plus affectives d'obéissance. Par exemple, si je change de chef n'importe quand, parce que c'est plus productif, ou si je change les agents de métier et de lieu de vie, par exemple, voilà, parce que c'est plus productif, alors là, on serait vraiment dans une demande d'obéissance légitimée par une rationalisation de l'action. Eh bien, je vais me confronter au fait que, non, les gens obéissaient pas que pour ça. Ils obéissaient aussi parce que ils étaient bien là où ils étaient, que la société était ancrée dans un tissu social local, qu'ils connaissaient les personnes qui leur donnaient des ordres, qu'ils avaient créé des... etc., etc. Pour finir, je vais vous donner un exemple affreux. C'est pas grave. C'est un médecin du travail qui écrit à une revue de psychodynamique du travail, c'est-à-dire d'études de la souffrance psychique au travail. Le médecin dit la chose suivante. Voilà, je me suis trouvé devant un cas de conscience qui a très mal fini. J'ai besoin de vous raconter ce qui s'est passé. J'étais médecin du travail et je recevais en entreprise des gens qui travaillaient dans un call center. Vous voyez ce que c'est un call center ?
un endroit où il y a des gens qui passent des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil. C'est un lieu où il y a une pression psychique qui est très importante, qui est très pénible. C'est un lieu dans lequel il y a une haute rationalisation de l'action, notamment pour rentabiliser cette action-là. Voilà typa qu'il y a une femme qui vient porter un témoignage qu'elle retirera très peu de temps après, qu'elle refuse de formaliser, où elle dit « Je subis du harcèlement sexuel de la part de mon manager ». Le type passe son temps à faire des blagues de cul, à montrer des images un peu pornographiques ou érotiques, et à dire « Ah là là, tu lui ressembles », etc., à faire des compliments sur le sexe et des blagues un peu salaces. Rationnellement, action-réaction, bien que le médecin soit plus prudent que la direction, il convoque d'autres travailleuses et il leur demande des témoignages. Et il est frappé par un truc, les témoignages sont tous concordants, il fait ça, aucune ne veut porter plainte. Avant même que le médecin fasse quoi que ce soit, la direction vire le monsieur pour protéger rationnellement les personnes de ce harcèlement susceptible de faire baisser les performances au travail, parce qu'on subit un harcèlement, ça se comprend de soi. Et même en tant que principe, c'est plutôt un bon principe. Quand quelqu'un est harceleur, on le dégage. Je comprends tout à fait cela. Le médecin apporte ce témoignage suivant. Dans les semaines qui suivent, la productivité au travail s'effondre, le monsieur se suicide, et le moral des troupes baisse. Explication. Ce métier est extrêmement destructeur en termes d'estime de soi. L'estime de soi est sans cesse attaquée. Il ne faut pas exaspérer, vous répondre « Non mais allez vous faire foutre, j'ai pas de temps à perdre, dégagez, raccrochez, arrêtez de... » Voilà, c'est dur. Or lui, en fait, avec son comportement de harcèlement, simultanément, il leur apportait beaucoup d'estime d'elle-même. Ils passaient leur temps à leur dire « Vous êtes belle, vous êtes désirable, vous êtes belle, vous êtes désirable, vous êtes belle, vous êtes désirable ». Et tout illégal que ce soit, tout nocif à la productivité que ça puisse être par ailleurs, et bien que ce soit probablement extrêmement pénible pour les jeunes filles ou pour les femmes qui recevaient ce genre de commentaires, néanmoins, en réalité, ça entrait dans la motivation de l'action au travail et dans l'estime que les femmes pouvaient avoir entre elles, d'elles-mêmes. Donc vous voyez, quand je vous dis, plus on rentre dans une rationalisation, plus en même temps on identifie ce qui vraiment en sort. Je veux dire, c'était remplaçable. On pouvait faire des activités de valorisation de ces personnes-là pour réduire leur souffrance psychique au travail qui ne passent pas par du harcèlement. Il y avait des portes de sortie. Mais quand on a procédé par la rationalisation, en réalité, on a attaqué et détruit une stratégie défensive contre de la souffrance psychique au travail et on a démotivé les troupes. Bon. Sur ce, et sur cette petite initiation à la complexité de la motivation de l'action, ite missa est.